Aujourd'hui, on va parler du racisme anti-blanc. Alors, le racisme anti-blanc, est-ce que c'est sérieux? Jean-François Copé, candidat à la présidence de l'UMP, en a parlé. Il en a fait un de ses thèmes de campagne, n'hésitant pas à reprendre ce qui fut l'un des arguments des identitaires ou du Front National. Pour appuyer son propos, il citait des exemples d'injures que certains des habitants blancs de Meaux, sa ville, pouvaient recevoir à longueur de journée. Ces accusations se retrouvent souvent sur des sites tels que F2 Souche ou Riposte Laïque. Des sites donc qui sont catalogués souvent à l'extrême droite. Alors moi, le terme extrême droite, je ne l'emploie pas, puisque la notion d'extrême, c'est toujours quelque chose de relatif. Mais il est vrai que, parmi les sites nationalistes, les sites aussi ethnicistes, c'est-à-dire les sites qui voudraient maintenir la France dans une certaine composition ethnique, plutôt européenne, chrétienne, latine, etc., eh bien ce sont des sites qui sont assez portés vers la dénonciation de ce fléau que serait le racisme anti-blanc. Il y a déjà eu un procès sur une question de racisme anti-blanc, intenté contre Ouria Boutelja. Donc, Ouria Boutelja, c'est la porte-parole trop connue à mon avis du groupuscule intitulé Les Indigènes de la République. Elle passait couramment à la télévision il n'y a pas si longtemps. Et elle avait employé une fois le terme souchien pour désigner les Français dits de souche. Alors certaines personnes avaient compris souchien en deux mots. Donc ça serait une injure contre les Français de souche les Blancs. Et donc une association qui s'appelle la Griffe, qui est une association catholique un peu intégrée sur les bords, qui faisait souvent des procès à Charlie Hebdo récemment, eh bien la Griffe a fait un procès contre Ouria Boutelja, soutenu par Riposte Laïque. Le procès a été perdu, Boutelja a été donc relaxé, donc les tribunaux ont cette fois-ci apporté une pierre à l'édifice de ceux qui disent que le racisme anti-blanc n'existe pas. Parmi ceux-là, il y avait notamment Éric Hazan, donc l'ancien chirurgien devenu éditeur gauchiste, avait signé dans Rue 89 un article qui s'appelait Ouria dit Souchien, le racisme anti-blanc n'est rien. Autrement dit, donc il soutenait Ouria Boutelja, et en plus il niait l'existence du racisme anti-blanc. En effet, il est courant, dans la gauche dite antiraciste, de dire que le racisme anti-blanc est une pure invention de l'extrême droite, puisqu'on se base sur une notion du racisme avec des critères assez stéréotypés. Il n'y a pas de discrimination, ou très peu de discrimination à l'emploi contre des blancs, ou des discriminations au logement, donc on va dire qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc. Et on va même plus loin que ça encore, notamment dans la prose d'Éric Hazan, jusqu'à dire que, après tout, puisque les blancs oppriment globalement les non-blancs, donc quand il y a de temps à autre des mots malsonnants, des injures, des mots d'énervement, on va dire, à l'encontre des blancs faits par des non-blancs, eh ben les blancs devraient prendre leur mal en patience, puisqu'après tout, ils sont collectivement coupables. Sur le plan donc des violences qui sont parfois reprochées à des non-blancs contre des blancs, donc parfois des exemples d'agressions, de viols commis contre des blancs par des non-blancs, là encore, il n'y a pas vraiment de preuves statistiques. Dans la mesure où, d'une part, les statistiques ethniques n'existent pas en France, mais aussi les statistiques disponibles sur les meurtres, si on prend la distinction entre français immigrés et français natifs, eh bien, donc, les statistiques ne permettent pas de dire qu'il y a beaucoup de natifs qui se feraient tuer par des immigrés, ou inversement. On a plutôt tendance à observer que, en général, les natifs se tuent entre natifs, les immigrés se tuent entre immigrés. Donc, sur le plan purement factuel, on pourrait penser que le racisme anti-blanc, c'est vraiment une invention. Et si on s'en tient au discours de ceux qui sont vraiment dans cette gauche antiraciste, avec cette vision du monde entre les dominants, les dominés, dans lesquels les blancs tiennent dans l'ensemble la position du dominant, et les non-blancs la position du dominé, eh bien le racisme anti-blanc, ça n'est même pas concevable. Ou alors si ça existe, c'est uniquement en tant qu'argument de l'extrême droite. Après, on peut toujours se demander ce que c'est qu'un dominant, après tout. Est-ce que l'auteur donc de cette vidéo, qui est lui-même un blanc, est vraiment un dominant? J'aimerais bien ça qu'on m'explique en quoi j'ai une domination que j'exercerais sur qui que ce soit autour de moi. Enfin bon, j'ai pas raconté ma vie privée. Mais personnellement, je vois pas de raison de considérer qu'un blanc est en soi un dominant. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une dimension bien réelle de ce qu'on pourrait appeler le racisme anti-blanc? Déjà, on pourrait commencer par une chose toute simple, dire ce qu'est le racisme. Le racisme, c'est pas le refus de la différence. Il y a plein de différences qu'on a raison de rejeter. Par exemple, personnellement, je n'aime ni les pédophiles ni les nazis, donc il y a des différences qui ne me plaisent pas. Le racisme peut se définir par une discrimination faite dans le droit contre des personnes sur la base de critères de naissance. J'ai bien dit de naissance. Je m'explique un peu dans cette définition, je parle de critères de droit. Parfois j'ai entendu dire que un homme blanc qui ne voulait pas sortir avec des femmes noires était raciste. Bah non, c'est un goût personnel, c'est pas du racisme. Il n'y a pas de loi qui vous oblige à sortir avec telle ou telle personne, à avoir des relations avec telle ou telle autre. On peut aussi discuter de la légitimité de faire des lois pour obliger un employeur à embaucher des gens sans tenir compte de critères tels que son affinité avec telle ou telle personne ou même son affinité avec telle ou telle apparence. Après tout, un entrepreneur, il est chez lui dans son entreprise. Et chez moi, dans mon domicile, je suis également chez moi, donc j'ai le droit de décider qui entre et qui n'entre pas, sans avoir à m'en justifier des critères. C'est un débat assez chaud donc que je vais mettre de côté, mais aussi, dans cette définition, ce qui est très important, c'est la notion de différence basée sur la naissance. C'est-à-dire, bien sûr, pour moi, la notion de racisme contre l'islam, ou racisme contre une religion, ou racisme contre des attitudes ou des idées politiques, ça n'a aucun sens. On est raciste au sens où on discrimine la personne en raison de son être. Personne sur Terre ne naît musulman, chrétien ou juif, ou alors, sauf si on adopte les règles de la religion en question, ce qu'on n'a aucune obligation de faire dans un pays laïque. Personne ne naît de droite, personne ne naît de gauche, personne ne naît fasciste, bourgeois, non bourgeois, ou etc.
Donc tout ça, ce sont des critères qui ne sont pas des critères de naissance. Le racisme, c'est uniquement lorsqu'on s'attaque à la personne pour son apparence, pour son origine géographique, pour l'origine de ses parents, pour sa couleur de peau, pour tout ce qu'elle n'a pas choisi et qu'elle ne peut pas choisir. C'est ça le racisme. Donc on peut parler éventuellement de racisme anti-blanc s'il y avait des gens qui étaient agressés pour le simple fait d'être blanc. On choisit pas d'être blanc. Et surtout, comme je viens de le dire, puisque le racisme, c'est une différence basée sur le droit, pour qu'il y ait vraiment racisme, il faut qu'il y ait un projet de discrimination qui a souvent une tendance politique. Il y a toujours eu des formes de rejet exercées contre des personnes qui étaient d'une couleur de peau différente. Il y a eu, par exemple, la traite des Noirs, donc où on mettait en esclavage des gens par le simple fait qu'ils étaient noirs. Il y avait un code noir. La traite était légale. On avait le droit donc de faire une différence de droit énorme entre des gens parce que certains étaient noirs et nés en Afrique et pas d'autres. Et donc, le racisme, ça a toujours eu un côté politique. Il y a donc une dimension politique du racisme qui est inévitable. Et est-ce qu'il existe un projet politique anti-blanc, raciste anti-blanc? Eh bien oui. C'est tout simplement le projet de la discrimination positive. Alors la discrimination positive, ça a existé aux États-Unis, ça s'appelait l'affirmative action. Ça existe probablement encore, en tout cas ça a eu ses grandes heures de gloire dans les années 70, où, puisqu'on considérait que les Noirs américains étaient victimes d'une part des conséquences économiques de l'esclavage, ils ont été fils d'esclaves ou descendants d'esclaves donc ils sont pauvres, et que la société américaine était toujours raciste à leur encontre, donc des associations, des États américains ont décidé que, eh bien, on devrait privilégier parfois les Noirs par rapport aux non-Noirs dans l'accès à l'emploi. D'une autre manière, des entreprises qui ont été reconnues comme ayant bénéficié de l'esclavage, par exemple si leur fonds de capital initial a été accumulé grâce à la traite et à l'esclavage, ont dû payer des réparations. Des réparations à qui? Pas en envoyant un chèque à toutes les personnes noires, mais par exemple en finançant des associations qui commémoraient l'esclavage. Eh bien, il se trouve que cette tendance aux États-Unis, elle a été remise en cause. La discrimination positive a même parfois été déclarée anticonstitutionnelle. Mais certains voudraient toujours, en France, et on l'a vu revenir avec le cas des éventuelles réparations qui seraient à verser ou à faire, de manière plus générale, pour la pratique de l'esclavage en France, à partir des ports atlantiques comme Nantes, Bordeaux, on a eu donc des déclarations récentes de la part du gouvernement en ce sens-là, eh bien, ces notions de réparation, dont on ne sait pas très bien si elles seraient des réparations au sens de reconnaissance morale ou de reversement financier, alors on ne sait pas très bien à qui, eh bien là, ça montre que le projet de discrimination positive et de réparation historique prendrait pied en France. Quels sont les problèmes avec la discrimination positive et avec les notions de réparation? Eh bien, dans la discrimination positive, on va déclarer que donc les personnes d'une certaine couleur de peau, d'une certaine ethnie, qu'ils soient noirs, arabes, jaunes ou bon, pas les blancs quoi, sont considérés globalement comme des victimes. Vous pouvez très bien connaître une personne de couleur qui s'en sort très bien dans la vie, qui s'est très bien intégrée, c'est pas grave. Bon, la loi considère que c'est malgré tout une victime, parce qu'il est noir, arabe, etc. Et à l'inverse, le blanc en lui-même, quel que soit son statut social, quelle que soit sa position sociale, eh bien il est considéré comme faisant partie d'un groupe coupable, donc il doit accepter que, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, à compétence égale, on donne l'emploi aux non-blancs par rapport aux blancs. Il y a la culpabilité due à la couleur de peau. Alors certains vont nous expliquer, oui mais quand même, les bourgeois qui discriminent, ce sont bien des blancs, les recruteurs, les bailleurs qui refusent un emploi à une personne parce qu'elle est noire ou arabe, ce sont bien des blancs, souvent. Oui, mais le type qui va faire un entretien d'embauche et qui se fait discriminer parce qu'il est blanc, si on instaure la discrimination positive, lui il a très peu de chances d'être ce même recruteur ou ce même bailleur qui aura discriminé par le passé. En fait, là, on attaque bel et bien les gens en fonction de leur couleur de peau. La logique des réparations versées à titre historique, par exemple pour l'esclavage ou d'autres causes, y ressemble assez. Donc on ferait pénaliser des entreprises parce qu'elles seraient lointainement liées à l'esclavage, et à qui reverserait-on ces sommes? À des gens qui, par exemple, feraient donc du mémorial sur l'esclavage, comme si c'était pas le rôle de l'éducation nationale et des universités, donc des gens qui tirent de fait une rente de situation de par leurs activités mémorielles. Si maintenant on instaurait directement un système de reversement de la part des blancs vers les victimes, donc descendants de victimes de l'esclavage, en l'occurrence des noirs, donc là on devrait, dans un pays républicain, déterminer qui est blanc et qui ne l'est pas, qui est métis, qui est plus ou moins noir, plus ou moins blanc, donc déjà ça nous ramènerait aux glorieuses heures de l'apartheid sud-africain, et en plus on considérerait qu'une partie de la population est coupable à titre collectif, et l'autre victime à titre collectif. Or le problème de fond, qui est constamment oublié par les gauchistes pro-discrimination positive ou pro-réparation, c'est qu'en démocratie, il n'y a pas de culpabilité collective. La culpabilité n'est qu'individuelle. Instaurer la culpabilité collective, même en se prétendant progressiste, même en prétendant réparer des fautes du passé ou réparer des dominations ou ségrégations actuelles, demander la culpabilité collective, c'est mettre en place un raisonnement propre au régime totalitaire.